Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, un patrimoine passion dédié à l'immobilier de luxe, un immobilier de luxe qui semble bien se porter en cette fin d'année 2022, malgré le contexte inflationniste, le contexte de crédit qui touche le secteur immobilier de manière un petit peu plus générale. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Petex-Muffat. Bonjour Nicolas Petex-Muffat. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Daniel Féo, mais aussi directeur général de Belle Demeure de France. Je le disais très rapidement en introduction, c'est vrai que quand on discute avec des professionnels du secteur immobilier dans son ensemble, reviennent régulièrement des discours de potentielle crise du logement à venir parce que, en lien avec des difficultés à faire sortir des immeubles de terre ou de construction de logements neufs, des sujets également de tension sur le crédit et l'accès au crédit. Ce sont des sujets qui ne touchent pas, ou en tout cas pas encore, l'immobilier de luxe aujourd'hui, Nicolas Petex-Muffat. Alors effectivement, pas encore. Donc nous on est sur la transaction résidentielle immobilier ancien, à Paris, dans le sud de la France et à Deauville. On est vraiment sur le haut de gamme, le luxe et l'ultra-luxe. Et c'est vrai que ces sujets ne nous concernent pas pour le moment. D'accord. D'une part parce qu'on est sur un assez petit marché, un marché de niche. Bien sûr. Oui. Que notre terrain de jeu principal, c'est le parc immobilier parisien, qui est caractérisé par un état de pénurie. En fait, on ne construit plus à Paris. Pénurie d'offres, du coup. Une pénurie d'offres. Oui, bien sûr. Et que nos clients acquéreurs ont encore la faculté de trouver des crédits sans trop de problèmes, qu'une bonne partie d'entre eux envisagent une période inflationniste sur le long terme et que donc, eux sont plus sensibles au différentiel entre le taux d'emprunt et le taux de l'inflation entre un taux d'emprunt pur. C'est un argument qu'on entend d'ailleurs assez souvent, cette idée qu'effectivement les taux montent, mais dans un contexte inflationniste, ça reste moins cher finalement d'emprunter que l'idée qu'on peut en avoir quand on voit le taux augmenter. Donc ça, c'est un discours auquel sont sensibles les clients avec lesquels vous discutez. Alors, ils sont sensibles. Après, moi, je ne sais pas du tout ce que va devenir l'inflation. Je suis bien pas sûr. un expert. Oui, bien sûr. Oui. Mais en tout cas, eux, un retour à une inflation de 4%, comme cela semble être prévu par les pays de l'OCDE à la fin de l'année 2023, ils n'y croient pas beaucoup. D'accord. Donc globalement, ils s'inscrivent sur une période où ce différentiel entre le taux d'emprunt et le taux d'inflation sera longue. D'accord. Longue. Oui. Et bon, de là à dire qu'ils veulent emprunter en se laissant la capacité finalement soit de rembourser de manière anticipée si les choses ne se passaient pas comme ils voulaient, soit de rembourser des euros nominal qui valent beaucoup moins qu'aujourd'hui, pas dire rembourser en monnaie de singe, mais enfin rembourser avec une valeur très dépréciée de l'euro. C'est en tout cas le pari qu'un certain nombre d'acquéreurs français font. Donc on est sur un calcul finalement de crédit, mais un calcul monétaire, ça va plus loin que ça. C'est toujours un mélange d'achat, de raison, bien sûr, et puis d'achat de passion. D'ailleurs, c'est le titre de votre rubrique, me semble-t-il. Il n'y a pas que de la passion. Il y a quand même un raisonnement rationnel derrière. Un raisonnement qui fait que globalement, la conscience est pleine que le parc immobilier parisien est figé. On ne construit plus à Paris, qu'une belle adresse à Paris, ça restera une belle adresse à Paris quoi qu'il arrive. Ce qui est très différent des autres places internationales. D'accord, c'était ma question. C'est ce qui fait finalement que le marché reste dynamique, c'est que peu importe l'évolution du contexte économique, il n'y a pas plus de biens immobiliers de luxe à Paris, donc mécaniquement ça reste un marché dynamique, c'est ça ? Il y en a même plutôt moins qu'il y a un an, parce qu'on a tellement vendu ces produits depuis un an qu'il y en a moins. D'accord. Et que là, on a des Français qui sont toujours à l'achat, en tout cas ceux qui envisagent une période inflationniste sur le long terme, restent à l'achat. Et puis là, on a des Américains... des acheteurs étrangers, notamment des États-Unis. Notamment des États-Unis, parce que le dollar s'est apprécié de 30% à la faveur des derniers mois par rapport à l'euro. Et donc, mettez-vous à la place d'un Américain. Chez moi, aux États-Unis, je peux emprunter à 7% à taux variable. Oui, ce n'est pas les mêmes conditions de crédit qu'en France. En Europe, je peux emprunter à 2% à taux fixe. J'investis en euros à un moment où le dollar est très fort. Je diversifie mes actifs. J'achète un produit qui est un produit rare, puisque en général, c'est vrai que très souvent, c'est quand même un appartement à Paris. Et je passe le pas. Voilà, donc c'est vrai que les Américains reviennent depuis le début de l'année.
que la guerre en Ukraine les avait un petit peu effrayés, parce que Kiev, c'est tout près de Paris, finalement, Bien sûr, en tout cas, dans les yeux d'un Américain. Du point de vue d'un Américain, oui. Mais que là, finalement, il passe à l'achat. C'est presque les soldes, si vous voulez, pour les Américains. C'est 30% de pouvoir d'achat immobilier en plus. La faculté d'emprunter à taux fixe à 2%, alors que chez eux, c'est 7% en variable. Donc, retour des acheteurs étrangers, donc principalement des Américains. Quand on dit retour, ça sous-entend que c'est les mêmes que ceux qui ne venaient plus depuis quelques années, c'est ça ? Alors, c'est les mêmes et il y en a des nouveaux. D'accord, ok. Il y a les mêmes, oui, donc ceux qui cherchent un pied-à-terre, un pied-à-terre, sens immobilier de luxe du terme, c'est-à-dire un appartement d'à peu près 220 mètres carrés avec 2 chambres ensuite. Ouais, effectivement, c'est une vision du pied-à-terre. Oui, c'est pas du tout c'est pied-à-terre au sens dans l'immobilier de luxe. Voilà, c'est ça. Avec un architecte qui a refait l'appartement, donc des chambres ensuite, et en général une vue sur un monument majeur de Paris. D'accord. Ça, okay. Ceux-là, ils étaient là, très présents. Au-delà de 4 millions d'euros, on a de toute façon traditionnellement, pas pendant le Covid, mais traditionnellement, on a une transaction sur 2 qui implique un non-résident fiscal, et très souvent un étranger. Donc on est revenu à peu près à ces proportions, alors qu'on était tombé en gros à 0 juste après le Covid, mais que là c'était une razzia sur l'immobilier par des clients français fortunés. Donc, finalement, les Français avaient fait plus que se substituer aux étrangers à cette période-là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas connu de période de calme. En fait, on a connu un changement de typologie des acheteurs. Voilà, on a connu aucune période de calme. L'année 2021 était la meilleure année de tous les temps chez FEO. Et l'année 2022, on a déjà dépassé le volume d'affaires de 2021 en 2022. D'accord, ok. Voilà, on a tellement vendu sur les segments du haut de gamme que le stock est très faible. Et donc, vous disiez qu'il y avait cette typologie d'acheteurs américains que vous connaissiez. Il y a, j'imagine, une nouvelle typologie qui arrive également. Alors, on va parler des faits Emily in Paris, du tout, mais en fait, là, le dollar est tellement fort que ça a donné des idées à des Américains moins fortunés, qui sont dans une logique d'investissement et qui sont sur des typologies d'appartements un peu moins chères. Alors là, pour le coup, qui sont plus à des pieds-à-terre au sens traditionnel du terme, plutôt chouette, mais très parisien. C'est-à-dire, les Américains qu'on avait jusque-là et qui correspondent à la première typologie des Américains dont je vous ai parlé, c'est vraiment ce type d'appartement de 200 mètres carrés ensuite, avec des chambres ensuite qui cherchaient. Oui, donc comme vous nous disiez, dans l'entourage de certains bâtiments, effectivement. Oui, avec la carte postale, la vue. Là, on a plutôt une internationalisation, en tout cas une appétence forte de cette clientèle-là, pour ce qu'on appelle les villages parisiens. D'accord. Auteuil, Passy, la rue de Lévis, les Abbesses, le Marais, même si le Marais intéressait déjà les Américains. Et en fait, on est plus... je pense que ces Américains qui achètent passeront plus de temps à Paris que les autres. D'accord. Ça ne veut pas dire que les appartements ne sont pas occupés, ils sont prêtés tout le temps à des amis, etc. Mais ceux-là ont passé le pas parce que, en fait, du fait de la parité euro-dollar qui est favorable finalement à un acheteur américain. C'est ça. Ils se sont dit, mais ils ont regardé les évolutions des parités des monnaies entre elles, ils se sont dit c'est le moment, ils ont regardé les conditions d'emprunt, ils se sont dit c'est vraiment le moment, et ils passent le pas. Et puis je pense qu'ils passeront pas mal de temps à Paris aussi. Mais là, il y a une logique qui est pas une logique de j'ai un équivalent en mieux d'une chambre d'hôtel. D'accord. C'est vraiment j'investis et je veux avoir la capacité de m'ancrer dans un village parisien pour vivre comme un Parisien. Je veux avoir... alors les Américains ne fument pas, donc pas mon tabac, mais je vais avoir mon bar en bas, un petit peu. Enfin, mes patrons d'agence me parlent d'un effet Emily in Paris. D'accord, ils ont tous vu la série et ils veulent vivre un petit peu leur... Ils ont déjà vu une saison que nous, on n'a pas vue, je crois. D'accord. ça peut peut-être valoir le coup de la regarder, effectivement, pour comprendre les futures tendances. Alors, une question peut-être un peu plus j'ai envie de dire, juridique. Est-ce qu'on achète toujours de la même manière l'immobilier de luxe ? Alors, effectivement, il y a des questions parfois de transmission, on fait du démembrement de propriété. Est-ce que vous voyez là-dedans des évolutions dans la manière d'acheter ? Alors, pas vraiment pour les étrangers. D'accord. Mais oui, j'ai une professionnalisation des acquéreurs particuliers qui se fait à la vitesse de la lumière. D'accord. Et notamment l'utilisation fréquente du démembrement. On a pas mal de propriétaires qui vendent la nue propriété de leur appartement
ce qui n'arrivait pas avant. Enfin, D'accord. en tout cas, c'est nous qui leur proposions, mais c'était vraiment marginal. Alors que là, c'est une solution. Alors, c'est pas du tout la parité euro-dollar, ça n'a rien à voir. C'est plus, finalement, des inquiétudes liées à la retraite. Mais là, on est hors transmission à ses héritiers. On vend la nue propriété, c'est ça? Vous vendez la nue propriété, donc vous récupérez le cash tout de suite. Et avec ce cash, en général, vous faites des donations à vos enfants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on la vend à quelqu'un d'extérieur de sa famille, c'est ça? On la vend à quelqu'un d'extérieur de sa famille. Donc on reste, donc on garde l'usufruit, donc on continue à habiter l'appartement. On peut l'habiter, on peut le louer. D'accord. Mais effectivement, au décès si c'est un couple, au décès du dernier vivant, la nue propriété... Et ça se fait de plus en plus dans l'immobilier de luxe? Ça se fait de plus en plus. Parce qu'il y a eu sans doute une inquiétude vis-à-vis de la retraite, et puis il y a aussi le fait que les Français héritent de plus en plus tard, et que si vous avez un patrimoine immobilier sympa, mais que vous n'avez pas beaucoup de liquidités, et que vous voulez aider vos enfants au moment où ils se lancent dans la vie, finalement, la vente de la nue propriété de votre résidence principale est une bonne solution. En tout cas, apparaît comme étant une très bonne solution pour certains, puisque ils ont la certitude, les occupants ont la certitude d'avoir un toit sur la tête sans rien changer à leurs habitudes jusqu'à la fin. Ils ont pas mal de cash, et avec ce cash, ils peuvent le placer et donc voir sereinement les années de retraite, oui, bien sûr. Et puis en général, il y a des donations. Des donations à ce moment-là. Aux enfants et aux petits-enfants, ce qui leur permet... eux, par exemple, de constituer un apport pour l'achat de leur résidence principale à eux au moment où ils en ont besoin, et pas 15 ou 20 ans plus tard, voire trop tard. On finira là-dessus. Merci beaucoup Nicolas Pétex-Muffat. Je rappelle que vous êtes directeur général de Daniel Féault, mais aussi directeur général de Belle Demeure de France. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.